Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. La corruption représente un fléau mondial et constitue un obstacle majeur au développement des nations. Dans cette émission, nous allons mettre en lumière les politiques anticorruption mises en œuvre par la Chine, ainsi que leur succès, tout en examinant l'état actuel de la lutte contre la corruption à l'échelle mondiale. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir deux invités. Monsieur Wang Kun, professeur de français à l'Université des langues étrangères de Pékin, directeur du Centre de recherche sur les échanges humains du ministère chinois de l'Éducation. Bonjour. Bonjour. Et M. Zheng Ruoling, chercheur à l'Institut de recherche sur la Chine de l'Université Fudan et chercheur principal à l'Institut Taihe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. La corruption est souvent décrite comme le cancer de la société. Pourtant, aucun pays n'a réussi à éradiquer ce fléau dans l'histoire. Alors, à votre avis, quels sont les principaux défis auxquels l'humanité doit faire face dans sa lutte contre la corruption? Monsieur Wang. Il faut dire que la corruption, effectivement, est un fléau qui sévit la société humaine depuis très très longtemps. On peut dire que c'est une histoire de corruption et de lutte contre la corruption tout au long de l'histoire humaine, en quelque sorte. Donc, c'est une question très difficile pour chaque gouvernement. Et tant qu'il y a la bureaucratie, tant qu'il y a l'organisation de la société humaine, il y aura ce risque de tomber sur ce phénomène de corruption. Donc je pense que cela explique pourquoi chaque gouvernement de la Chine cherche à mettre beaucoup d'efforts dans la lutte contre la corruption, et nous avons le plaisir de voir que depuis ces dernières années, le gouvernement chinois a remporté des résultats importants dans cet aspect-là. Et Monsieur Zheng, quel est votre point de vue de ce problème? Quand l'endroit où il y a le pouvoir, il y a la corruption. C'est inséparable. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous devons tolérer. Il faut lutter contre ce phénomène. Et ce que fait la Chine depuis 10 ans, je crois, c'est exemplaire. Je cite deux enquêtes d'opinion publique pour vous montrer. La première enquête d'opinion publique était faite il y avait à peu près 11 ans. À l'époque, la corruption dans la société chinoise est très, très grave. La première préoccupation de la population, c'était la lutte contre la corruption. Ça veut dire que les gens sont très inquiets par la corruption. 10 ans après, au début de cette année, à la fin du mois de janvier, je crois, une autre enquête d'opinion publique a fait attirer mon attention. C'est que la première préoccupation de la population chinoise n'est plus du tout la corruption. C'était plutôt la vie courante quotidienne. C'est le pouvoir d'achat, c'est l'éducation, c'est la médecine, etc. Ceci dit, pendant 10 ans, le gouvernement chinois a réussi à lutter contre ce phénomène. Et Monsieur Wang, pour vous, quelles ont été les mesures prises par la Chine pour obtenir le résultat, pour obtenir le résultat que Monsieur Zheng a mentionné? En fait, la lutte contre la corruption, c'est assez compliqué parce que le phénomène lui-même est le résultat d'un long processus assez complexe de la société. Donc, il y a plusieurs aspects. Donc, il y a l'aspect individuel, il y a aussi l'aspect du régime qui ont des lacunes, et il y a également la question de la culture de la société qui parfois tolère, voire encourage ce genre de pratique. Donc, pour le gouvernement chinois et pour le parti communiste chinois,
on a en fait commencé par renforcer le contrôle du parti, c'est-à-dire de rendre les règlements intérieurs du parti très stricts et son application sans zéro tolérance de la corruption. Donc ce qui crée une sorte d'ambiance de la société qui fait que donc il y a 3 objectifs à atteindre. Donc les 3 objectifs sont faciles à retenir et à comprendre. D'abord, c'est que les gens, quand ils sont fonctionnaires, quand ils ont certains pouvoirs, ils n'osent pas donc toucher la corruption. Et deuxièmement, ils n'auront pas les moyens, c'est-à-dire la possibilité, parce qu'il n'y a plus de lacunes dans le système. Et le troisièmement, et ils ont complètement perdu l'envie de faire la corruption parce qu'il y a une conséquence tellement grave et importante. Donc cela crée en fait une ambiance sociale qui favorise l'éradication de ce phénomène et en même temps nous avons renforcé bien sûr donc l'élaboration des réglementations, des lois et enlever les failles dans le système et de renforcer l'éducation de l'aspect de la prise de conscience des gens et éducation des cadres, des fonctionnaires dans la lutte contre la corruption. Donc il faut dire qu'on a démarré par l'intérieur du système du parti pour aboutir à un effet, à une ambiance et à un résultat, un effet sur tout le système de la lutte contre la corruption. Lors de la 4e session plénière de la 20e Commission centrale de contrôle de la discipline du PCC, le président chinois Xi Jinping a souligné que la lutte contre la corruption demeurait une question sérieuse et complexe. Monsieur Wang, comment analysez-vous cette déclaration et quels sont les principaux défis auxquels est confrontée la lutte contre la corruption en Chine ? Donc je crois que c'est une déclaration politique très importante, c'est-à-dire qu'il a en fait renouvelé en quelque sorte cette pression qui est depuis son arrivée à son poste de président de la Chine, donc sur le comportement de corruption, c'est-à-dire qu'on ne va pas relâcher la pression qu'exerçait sur ce phénomène et la lutte contre la corruption, et parce que justement en ce moment nous sommes en phase d'une complexification de la lutte, c'est-à-dire qu'auparavant peut-être nous avons déjà éradiqué pas beaucoup de phénomènes de corruption en donnant des exemples des cas, des affaires jugées, etc. Dans l'éducation. Donc nous sommes conscients plus ou moins de l'existence des secteurs d'existence à haut risque de corruption. Et maintenant, le problème, c'est que de plus en plus, les infractions, les fraudes sont de moins en moins visibles. Donc, ils se dissimulent et la complexité de système est accrue. Donc, vous avez peut-être d'autres moyens qui sont créés, comme par exemple des sociétés d'écran ou fantômes, etc. Donc, on a mis en place des différentes formes de corruption qui sont latentes, qui sont cachées, qui sont dissimulées. Il faudrait que davantage d'efforts qui seront déployés pour déceler ce genre de comportement. Donc, c'est déjà premier point, la complexité de la lutte contre la corruption est augmentée, est accrue. Et deuxièmement, c'est que ce genre de comportement donc cela revient, c'est un peu comme les vagues qui vont et qui viennent. Parfois, ce genre de problème revient avec, on appelle ça les 4 styles de problèmes, donc problématiques au sein de la bureaucratie, par exemple le formalisme, le bureaucratisme, l'hédonisme et l'extravagance, etc. Donc ces 4 styles de travail et de vie en fait, ce sont les terreaux fertiles pour le problème de corruption. Donc, il faut éradiquer le phénomène de corruption par le fait de lutter contre les différents styles de travail. Et donc, c'est un travail qui est plus étendu, qui sort du cadre classique de lutte contre la corruption, mais qui va vers donc une
administration plus stricte et sérieuse du comportement de l'administration. Et troisièmement, je pense que la vulnérabilité de certains secteurs persiste. Donc ce sont les secteurs dans lesquels les problèmes de corruption sont récurrents, comme les secteurs des finances, comme tout le monde peut comprendre. Il y a l'énergie, il y a la construction, il y a les entreprises publiques. Donc beaucoup de ce genre de secteurs qui connaissent une sanction sévère contre ces cadres fonctionnaires corrompus. Mais maintenant, au bout de quelques années, ce problème revient. Cela veut dire que ce sont les postes souvent vulnérables vis-à-vis de ces corruptions, peut-être parfois actives, d'autres fois passives, mais la surveillance ne doit pas s'affaiblir ou s'estomper vis-à-vis de ces secteurs-là. Donc je pense qu'il a rappelé lors de cette commission que le problème de lutte contre la corruption reste une priorité du Parti communiste chinois. C'est également un signal qu'il a envoyé à tout le parti en disant que nous n'allons pas être tolérants, on sera resté toujours zéro tolérance vis-à-vis de cette question. Monsieur Zheng, quel est votre point de vue? J'estime que l'importance de la lutte contre la corruption est très évidente. Tout le monde sait, parce que c'est lié à la survie du système politique d'un pays, mais aussi à la stabilité sociale. La corruption est la cause principale du déclin du régime, je crois. L'histoire chinoise et étrangère a confirmé à de nombreuses reprises que la corruption peut provoquer l'effondrement du régime ou des troubles sociaux. Pourquoi la lutte contre la corruption était, il y a 10 ans, la première préoccupation de la population chinoise? Comme je l'ai dit tout à l'heure, car justement la corruption nuit gravement la vie quotidienne des gens. On ne peut plus supporter. La société était sur le bord de se révolter, comme celui des États-Unis aujourd'hui, d'ailleurs. La corruption sape les règles d'allocution des sources, nuit aux intérêts publics, exacerbe l'écart entre les riches et les pauvres et affaiblit la confiance du public dans le système. La conséquence directe est de saper l'équité et la justice sociale et d'entraver la vitalité du développement économique. Donc, la lutte contre la corruption est très importante pour un pays. Monsieur Zheng, connaissez-vous des expériences des autres pays en matière de lutte contre la corruption? Avant de vous répondre, je tiens tout d'abord à expliquer les 3 termes spécifiques chinois à la lutte contre la corruption. Ces 3 termes, c'est combattre le tigre, écraser les mouches et chasser le renard. Cela explique clairement la différence de la nature de la lutte contre la corruption entre les pays occidentaux et la Chine. Écraser les mouches se réfère à la lutte contre la corruption à la base. Cette sorte de corruption concerne la vie quotidienne de la population et le mécontentement de la société sur les événements de la corruption. C'est souvent vient de là. Sur ce point, les pays occidentaux sont très bien faits. Et c'est justement à cause de cette lutte contre la corruption des mouches est très efficace. Les sociétés occidentales sont souvent considérées comme très propres. Comme la France, par exemple. Il n'y a pas de corruption dans la société, de la basse société, dans la vie courante de tous les jours. Si vous voulez vous procurer un permis de conduire ou signer un contrat ou aller payer quelques fiscs dans le bureau de la nation, il n'y a pas de gens qui vous demandent de l'argent parce que cette sorte de corruption est très sévèrement punie. Pourtant, combattre les tigres
combattre les tigres qui désignent la lutte contre la corruption parmi les hauts fonctionnaires et pratiquement n'existe pas dans des pays dits démocratie, comme en France. En Chine, un corrompu, soit-il un ministre, même au-dessus, une fois son crime révélé, il sera puni, sans aucun doute. Je n'ai pas de statistiques précises sous la main, mais j'ai l'impression qu'en Chine, le nombre de ministres corrompus, punis, est assez élevé, au moins autour de 500. Bien sûr, il faut comprendre que la Chine est un grand pays. Il y a beaucoup de ministres en comparaison avec un pays comme la France. Il ne faut pas dire que 500, la Chine est un pays très corrompu. Mais 500 punis parmi les milliers et des milliers de ministres. C'est toujours un petit nombre. Pourtant, la France n'a pas de ministre en prison à cause de la corruption. Ce n'est pas parce que tous les ministres sont très propres. C'est parce que tout simplement en France, la lutte contre la corruption ne concerne pas les hauts fonctionnaires. Nous savons tous que le pouvoir est toujours lié avec la corruption, surtout de l'argent et de sexe. Actuellement, je suis en train de lire un livre qui est français, un livre français qui s'appelle Sexus Politicus, dans lequel ça a révélé beaucoup d'axes de corruption avec le sexe. Mais s'il y a des ministres punis à cause de ces relations sexuelles, de la corruption, aucun. Tandis que le troisième terme, chasser le renard, est une initiative internationale de poursuite des fugitifs et de récupérer des avoirs détournés, comme avait dit tout à l'heure professeur Wang, qui a très bien expliqué. Pour ce point, la coopération internationale est indispensable, surtout les traités d'extradition. Bon. Pour résumer, ces trois termes chinois révèlent un fait. La Chine est en train de mettre le pouvoir dans la cage de l'institutionnalisation. Voilà. Et Monsieur Wang, quelles sont vos observations sur les pratiques de la lutte contre la corruption dans les autres pays? Oui, je suis d'accord avec Monsieur Zhang sur la question, mais par contre, je pense que je vais citer l'exemple de Nicolas Sarkozy qui vient d'avoir son affaire jugée. Donc, l'affaire jugée est sous l'inculpation de trafic d'influence. En fait, il cherchait à modifier donc le cours de jugement de son affaire en promettant au juge donc d'un certain poste dans l'avenir, donc quand il était encore président, etc. Mais donc c'est la première fois qu'un président de la République a été jugé et condamné pour des peines donc plus ou moins graves en quelque sorte. Donc cela montre quand même une volonté de la France de lutter contre la corruption, et à commencer par l'ancien chef de l'État. Donc ça c'est quand même un bon exemple, je crois, et cela également a montré que le trafic d'influence au niveau des hauts fonctionnaires, c'est aussi un domaine qui est surveillé de près par le système juridique français. Actuellement, les pays occidentaux privilégient généralement des sanctions unilatérales pour faire face à la corruption transnationale, tandis que l'approche adoptée par la Chine est de renforcer la coopération internationale. Comment interprétez-vous ces deux modèles différents, Monsieur Wang? Je pense que l'unilatéralisme dans le domaine de lutte contre la corruption transnationale, cela pourrait être problématique dans le sens où d'abord le pays doit recourir à l'extraterritorialité pour exercer de l'influence sur les entreprises à travers
par exemple le dollar ou bien le système bancaire pour exercer de l'influence, pour faire adopter ces sanctions. Et là, déjà, cela viole d'une certaine mesure la souveraineté d'autres pays. Et on a tendance à voir que ce genre de pratique est utilisé dans le domaine politisé, c'est-à-dire que sur les questions qui ont souvent une divergence politique entre les différents pays. Donc, dans le fond, il manque un consensus international pour les critères de jugement de cette question de corruption. Donc, il y a un risque d'abus de ce genre de pratique. Donc, la sanction unilatérale n'est pas une bonne solution pour le problème de corruption transnationale, et cela pourrait éventuellement créer aussi les tensions entre les pays. Notamment, on peut penser à ce problème de deux poids, deux mesures. Si certains pays avaient déjà des pratiques corrompues dans le passé, dans l'histoire, alors que d'autres pays arrivent sur le même terrain et ils seront sanctionnés, condamnés par l'ancien pays qui avait affairé dans ce pays-là. Donc cela montre une certaine injustice, entre guillemets. Bien sûr, nous disons que la corruption n'a pas de raison d'être, mais il y a cette question qui sera soulevée, c'est la question de deux poids, deux mesures. Et la campagne d'audit des départements fédéraux initiée par le gouvernement américain ces dernières années a mis en lumière les problèmes de la corruption profondément enracinés au sein du système bureaucratique américain. Monsieur Zheng, quelles sont les causes sous-jacentes de cette situation? Ce que font Trump et Musk est très révélateur. Il montre que la corruption existe non seulement aussi dans les pays dits et démocratie, mais surtout encore beaucoup plus grave, qui a atteint de très hauts niveaux, et la résistance profonde des corrompus sont très très fortes aussi. Le département de l'efficacité du gouvernement dirigé par Musk a exposé le flux inconnu d'énormes fonds d'aide sociale du système financier par le biais de la comptabilité. Il y a des gens, selon la révélation de Musk, qui a déjà 150 ans pour continuer à recevoir des prestations de sécurité sociale. L'un parmi eux a même atteint 360 ans. Ce qui est encore plus curieux, c'est que toutes ces informations, j'ai vu qu'en France, on n'en parle absolument pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Il faut voir aussi que les actions de Max ont souvent été entravées par les régimes secrets des États-Unis. Par exemple, les juges fédéraux ont interdit l'accès aux données de base du ministère des Finances pour l'inconstitutionnalité. Et les législateurs démocratiques ont conjointement exigé d'enquêter sur sa légalité, reflétant le contre-attaque féroce après que l'action anti-corruption a touché le cœur des groupes d'intérêt. La position de Trump est très très délicate aussi. D'une part, Trump a soutenu l'anticorruption américaine de Musk et a déclaré que, entendez-vous bien, les États-Unis sont un pays très corrompu. Les États-Unis sont un pays très corrompu. Bien sûr, dite par Trump, pour mobiliser ses électeurs. Mais d'autre part, il a signé un décret pour suspendre l'application de la loi anticorruption outre-mer et a révoqué les accusations de corruption contre le maire de New York, Adams, exposant la tendance instrumentale anticorruption. Cette anticorruption sélective est essentiellement pour consolider les alliés politiques, affaiblir les opposants et affaiblir ainsi aussi l'équité de la lutte
contre la corruption. Ici, je dois insister un peu sur les médias français qui parlent très peu la lutte contre la corruption des États-Unis. Ils ne répètent pas ce que dit Trump. Les États-Unis est un pays très corrompu. Par exemple, d'autres exemples. Le budget annuel du ministère de la Défense de près de 1000 milliards de dollars a longtemps manqué d'audits efficaces. Et il y a des dépenses déraisonnables telles que des sièges de toilettes dans le processus d'approvisionnement, ce qui expose l'abus systématique des ressources. Mais les médias français n'en parlent absolument pas, ou pas beaucoup. Et aujourd'hui, la technologie se développe très rapidement. D'après vous, comment les technologies comme Big Data et l'intelligence artificielle peuvent-elles améliorer la lutte pour aider à la lutte contre la corruption à l'échelle mondiale? Mais je pense que cela resterait quelques pistes de réflexion. Je ne suis pas sûr qu'on va y arriver, mais premier rapport, déjà, le système informatique qui partage les messages, les informations sur les fugitifs, les corrompus, pourrait être très utile au niveau international de lutte contre la corruption. C'est-à-dire que nous savons tout de suite, en premier moment, l'existence de cette affaire et l'exigence, la demande du pays de laquelle il s'est enfui. Alors que si cette incrimination est mondialement acceptée, par exemple s'il est sur la liste de l'Interpol, alors les autres pays peuvent agir très rapidement avec sa photo, avec les informations personnelles de cette personne, voire les informations biométriques, la reconnaissance faciale, des empreintes, etc. On pourrait arriver à retrouver le criminel. Mais cela dépend beaucoup de la législation de chacun des pays. On ne peut pas espérer très rapidement une homogénéisation de leur législation sur l'information personnelle, parce qu'il risque d'avoir dans beaucoup de pays la protection stricte de l'information personnelle. Cela constitue une difficulté, c'est-à-dire de comment à la fois protéger l'information des individus, mais aussi de lutter contre le crime, la corruption. Deuxième chose, je pense que ce qui est plus intéressant, qui représente peut-être l'avenir, c'est l'utilisation de l'IA dans le sens où on peut ne pas utiliser les personnes de regarder dans les dossiers, dans les comptes pour savoir où existe un corrompu, mais à travers le métadata, à travers les cartographies réalisées par l'intelligence artificielle, nous pouvons retrouver les points susceptibles d'avoir des problèmes. Et comme ça, cela renforce l'efficacité de contrôle des cas de corruption. On peut saisir les données, les statistiques pour, à premier abord, donc savoir peut-être il y a une irrégularité, situation anormale, et par la suite, nous allons regarder en détail ce qui s'est passé réellement pour trouver une réponse peut-être logique, raisonnable ou pas. Donc comme ça, cela va renforcer l'efficacité de la lutte contre la corruption. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Wang et Monsieur Chen, d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.